l'unité du Commonwealth n'a pas résisté à la politique de ségrégation raciale qui sévit en Afrique du Sud et qui dresse une barrière de tous les instants entre le monde des gens de couleur et celui des Blancs. Mis en accusation à Londres par les autres premiers ministres du Commonwealth, le Dr Verwoerd, malgré les efforts conciliateurs de M. Macmillan, a annoncé le retrait de son pays. La communauté britannique ne comprend donc plus désormais l'empire que Cecil Rhodes avait bâti sur l'or et le diamant, en des temps où l'attribution des lots de prospection se faisait au plus rapide, à ceux qui atteignaient les premiers le témoin. Dans les mines modernes, cependant, sans le travail fourni par les Noirs, l'Afrique du Sud ne pourrait continuer à être ce qu'elle est, la première productrice d'or du monde. Elle ne pourrait non plus continuer d'assurer une production de diamants qui lui permet de faire la loi dans la fixation des cours mondiaux. Or, la défaite électorale du général Smuts avait en effet laissé la voie libre à la ségrégation raciale avec le docteur Malan, puis le docteur Verwoerd, engendrant des conflits sanglants dont le docteur Verwoerd lui-même fit les frais. L'année dernière, la révolte des Noirs a été, on s'en souvient, noyée dans le sang. Violences qui sont le contrepoint de la politique raciale. L'Union sud-africaine pourtant s'enferme dans son système. Hier, les électeurs, c'est-à-dire les Blancs, votaient à une faible majorité pour la République. Premier acte d'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est l'exil volontaire hors du Commonwealth. En France, la grève des fonctionnaires a été très suivie. C'est du moins l'impression qu'on pouvait retirer de la manifestation des agents de l'État à Paris, rue de Rivoli, où il n'était pas question d'essayer de circuler. À cette occasion, les agents de police ont fait l'apprentissage de leur nouvelle fonction d'ange gardien de la presse. Tout d'ailleurs s'est très bien passé. Les manifestants se sont contentés de proclamer leurs revendications devant le ministère des Finances. Dans la perspective de l'ouverture des négociations sur les bords du lac Léman, on attendait avec anxiété en Algérie la fin du Ramadan. Mais Alger, comme le reste du pays, fut en fait exceptionnellement calme. Place du gouvernement, la foule écouta les conteurs d'histoire et les joueurs de flûte. En Tunisie, depuis le retour du président Bourguiba, l'atmosphère était à l'optimisme. Après une absence de 3 semaines, marquée par la visite au général de Gaulle à Paris, le président Bourguiba avait reçu dans sa capitale un accueil triomphal. Et la fin du Ramadan devait coïncider ici avec la décision du FLN de faire le voyage du lac Léman. Cette décision, les membres du GPRA, Yazid, Ben Tobal et Ferhat Abbas devaient la communiquer au président de la République tunisienne. L'affaire algérienne entre maintenant dans une nouvelle phase. En effet, pourquoi pas? Nous vivons, comme chacun sait, l'ère atomique, l'ère spatiale, l'ère magnétique. Alors, tenu en équilibre dans l'espace par 2 électroaimants, le sculpteur Takis touche aujourd'hui à ce qui était hier l'impossible. C'est du moins le sens qu'il donne à son œuvre. De son perchoir, perdu dans son univers spatial, il communique son inspiration à des disciples qui formulent sur des espaces déterminés la composition voulue, dont les éléments, métalliques bien entendu, dessinent sous l'action du champ magnétique une mystérieuse symphonie. Moins audacieux peut-être, mais novateur également, Cyril Constantin, bricoleur acharné et inventeur à ses heures, a découvert son art en regardant un jour un ouvrier se servir d'un pistolet métalliseur. Depuis, dans son atelier d'Aix-les-Bains, le maître a mis au point sa technique à l'aide d'un arsenal de pistolets et de chalumeaux qui sont ses pinceaux. Projetant sur son support les métaux de son choix, il obtient par l'oxydation de ces derniers les couleurs désirées. Le maître ne s'en est d'ailleurs pas tenu là. Pour faire vivre ses chefs-d'œuvre dont les reflets changent selon l'éclairage, il a construit un projecteur spécial dont le jeu donne tout son sens à cette œuvre absolument incomparable. Répétons-nous,
pourquoi pas? On sait que les mœurs scolaires ont admis aujourd'hui les classes de neige, où le temps des écoliers venus des villes se partage entre la poursuite des études et l'initiation au plaisir du ski. C'est que l'école n'est plus ce qu'elle était au temps de notre enfance. Elle ne se contente plus de dispenser l'instruction, elle entend y joindre d'utiles principes de santé. Ainsi, à l'école primaire de Vanves, c'est au tout petit qu'on a songé. Pour eux, après le déjeuner, la classe se transforme en dortoir. Et l'on peut penser que cette expérience des classes de sieste destinée à rétablir l'équilibre perturbé par la vie moderne est appelée à un certain avenir. À la place des cantines, les restaurants d'enfants deviendront, eux, de véritables classes de diététique, où, en même temps que les bonnes manières, les élèves apprendront à apprécier les menus équilibrés et, ce qui est important, les boissons sans danger. On a songé aussi à apprendre aux écoliers à lutter contre la carie dentaire qui atteint en France 2 enfants sur 3. Au Vésinet, une expérience est actuellement en cours dirigée par le professeur Held de l'Université de Genève, spécialiste de médecine dentaire. Cette expérience est appelée à prouver l'action anti-carie d'un métalloïde bien connu, le fluor. En effet, des expériences analogues réalisées à l'étranger ont démontré l'efficacité du fluor dans ce domaine. La visite enfin qu'a rendue le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Paye, au lycée de Vitry-le-François, a mis au premier plan une nouvelle technique pédagogique, les classes à mi-temps, qui verront les élèves consacrer la moitié de la journée à l'étude et l'autre moitié au sport. Non, l'école n'est plus ce qu'elle était. Elle fait mieux. C'est maintenant devenu une tradition. L'élégance masculine subit le rythme des saisons, tout comme l'élégance féminine. Et il n'est plus temps de faire la fine bouche face aux gilets de soie boutonnés en travers qui nous guettent au détour du printemps. Ainsi en a décidé le groupe des 5, dont la collection nous prépare aux petites audaces des martingales et des pantalons toujours sans revers, mais légèrement fendus sur le côté. Serons-nous condamnés cet été à prendre du galon et à nous laisser aller vers ces délicieux couvre-chefs style tyrolien modifié en paille tressée? Ou pencherons-nous pour la tenue du gentleman cow-boy avec gilet boléro, bas de pantalon relevé et ouvert sur le devant? Le plein été des vacances, quant à lui, verra le triomphe du blanc, abondamment galonné, avec chapeaux en rapport. Certains esprits d'avant-garde trouveront peut-être trop classique cette mode 61. Les audaces ne manqueront pourtant pas à la garde-robe masculine, qui adopte, avec le smoking sport, l'ample chapeau façon cow-boy.